Chers confrères, honorables invités, nous allons procéder à l'ouverture de cette session solennelle d'installation de notre consoeur Caroline Gauthier-Curran. J'en suis très honorée et très heureuse. Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui m'a demandé d'ailleurs de bien vouloir vous présenter ses excuses, monsieur le secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les présidents honoraires, Messieurs les présidents de section, Mesdames et Messieurs, bien chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, honorables intervenants à la présente journée et autres personnalités, chère Caroline Gauthier-Curran, vos proches et distingués invités, votre époux, votre nièce, chers amis. Contrairement à nombre d'entre nous, notre consoeur Caroline Gauthier-Curran, élue en 2024 membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, n'a pas été nourrie dès son enfance par les récits fabuleux de découvertes de très hauts faits, le plus souvent de pères, de grands-pères, d'oncles ou d'aïeux ayant servi à un titre ou à un autre en outre-mer, ni encore par les descriptions enthousiastes ou nostalgiques d'un monde en disparition porté singulièrement par des épouses et des mères ayant embrassé ou le plus souvent fidèlement accompagné dans des pays lointains des vocations et des carrières inédites. Non, rien ne semblait la prédisposer à cet intérêt pour l'au-delà des mers, qui s'est traduit et continue de se traduire par un investissement professionnel et personnel lié des plus stimulants. Scellé au gré des rencontres, dont la première avec l'Afrique se fera, d'après ce que j'ai pu entendre, à Paris, à travers deux de ses congénères à l'école du Louvre, toutes deux venues du Bénin. Bien au contraire, et à l'instar du Destin merveilleux de quatre fillettes, titre d'un ouvrage paru en 1952 et qui depuis lors a définitivement frappé mon imagination, en décrivant le parcours improbable et aventureux de ces dernières, sa route n'était pas toute tracée, ni vers l'Égypte, qui continue à nous faire rêver, ni vers l'Afrique subsaharienne, qui nous fait vibrer, en passant par Alexandrie, le Caire, le Bénin, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, le Maroc, le Togo, le Congo, et je pense que j'oublie un certain nombre de ces pays. Chers consoeurs, chers confrères, Caroline Gauthier-Curran connaît une enfance assez austère, auprès de ses grands-parents dans le nord de la France, entre les dentelles de Calais et les usines des biscuits Vendroux, comme se plaisait à le dire sa grand-mère, dans un milieu janséniste et bourgeois, avec un caractère déjà affirmé, héritage peut-être de son grand-père, entré dans la résistance, ce qui la conduira à opérer rapidement des choix hors des chemins pour elle convenus. Choix de faire des études d'abord, ce qui étonnamment pour l'époque ne semblait pourtant pas dans son cas tenu pour acquis, certes dans des matières nobles de l'histoire et de l'art, mais avec des spécialités plus confidentielles, avec l'obtention d'une licence puis d'une maîtrise en 1975 et enfin en 1977 d'un DEA en art et archéologie à l'université Paris 4 Sorbonne. D'une licence d'histoire aussi en 1979 dans cette même université, ou encore d'un diplôme de 3e cycle. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. J'ai essayé par coquetterie de ne pas les mettre, mais là je pense que je suis vraiment obligée et vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, excusez-moi, je reprends ma petite phrase, ou encore d'un diplôme de 3e cycle de l'école du Louvre, option préhistoire et antiquité nationale en 1978. Sa thèse autour de Sucellus, le dieu aux maillets, sous la direction de René Geoffroy, consacrée dans les années suivantes à cette divinité gauloise, censée accompagner le passage de la vie à la mort, témoignait déjà, sans doute, de sa sensibilité au monde de l'invisible, si présent dans de nombreuses cultures qu'elle n'a cessé depuis lors de côtoyer. Choix de l'action ensuite, dans un va-et-vient tout à la fois riche et source de complexité, entre structures nationales et internationales et entre la France et l'Afrique, dont dans le cadre d'une carrière vouée classiquement à la recherche et à l'enseignement, mais avec néanmoins la transmission comme viatique. En témoigne la présence aujourd'hui, dans ces lieux, de main de ces anciens stagiaires d'Alexandrie, devenus pour la plupart acteurs majeurs dans leur pays ou dans les organisations multilatérales de politiques publiques et privées patrimoniales,
eux qui ont souhaité l'entourer en ce jour d'hommage et qu'elle a tenu, comme je le fais à mon tour, à associer à cette cérémonie. En les remerciant sincèrement de ne pas avoir hésité, pour certains, à entreprendre un long voyage, et pour tous, d'avoir accepté de mettre généreusement leur savoir unique à la disposition de cette réflexion libre et partagée au sein de la Somme. En me félicitant aussi de ce que la relation tout au long des travaux de cette journée d'expériences inédites, des dynamiques patrimoniales, ainsi que du rôle joué par notre consoeur dans ce cheminement, vaille tous les discours et m'autorise de ce fait, sinon à renoncer à mon discours, mais tout au moins peut-être à l'alléger en partie. Comme elle-même se présente en effet, Caroline Gauthier-Curran n'est pas une théoricienne, mais une pragmatique. Secrète et réservée au premier abord, elle ne compte plus ses forces avec une certaine audace quand il s'agit de défendre des causes qu'elle considère comme légitimes, voire essentielles. Au sortir de ses études doctorales et de quelques expériences au service de la diffusion de l'art en province, elle intègre en 1988, en tant que chargée de mission pour les relations extérieures, le commissariat à la langue française créé en 1984, mais dont le sort est déjà compté. Secrétaire des commissions thématiques, elle gère également le fonds d'aide à la traduction simultanée, programme adopté lors du sommet de Dakar de mai 1989 et pour lequel j'ai d'ailleurs moi-même œuvré en un temps particulier à l'Agence de coopération culturelle et technique après avoir été directeur de cabinet. Elle pénètre par ce biais le monde passionnant de la francophonie, en pleine réorganisation institutionnelle depuis la tenue à Versailles en 1986, à l'initiative du président François Mitterrand, du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Ce sera l'occasion pour elle de rencontrer les ministres successivement responsables de la francophonie, Alain Decaux, Catherine Tasca, Jacques Toubon, et de nouer des liens de confiance avec leurs équipes, fonctionnaires et Sherpas. L'expérience est courte. Dès 1989, le commissariat est remplacé par la délégation à la langue française et aux langues de France, dont la portée n'a cessé de s'accroître. Notre consoeur a alors la chance de rejoindre, à la demande du chef de ce service, l'ambassadeur Maurice Portiche, un de nos amis et éminents confrères, le service des affaires francophones, sis au ministère des Affaires étrangères, véritable cheville ouvrière de la conception et de la mise en œuvre des engagements de la France en multilatéral francophone. Or, c'est le moment où cette dernière, la France, amorce un réinvestissement d'envergure en faveur notamment de la francophonie politique, consacré lors du sommet de Dakar, puis conforté par le sommet de Chaillot, qui réitère son soutien au concept de l'état de droit et au processus de démocratisation en cours en Afrique et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Secrétaire de la commission de terminologie, elle œuvre ainsi pour sa part, et plus précisément, de 1989 à 1991, à la préparation et au suivi des volets culturels et des manifestations afférentes de ce sommet de Chaillot, en lien avec les opérateurs directs de la francophonie qui sont, en particulier, l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF, ancêtre de l'Agence universitaire de la francophonie, et l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, créée en 1989 en hommage à l'un des pères fondateurs essentiels de ce regroupement inédit de coopération et de concertation entre peuples et États autour d'une langue et de valeurs communes. C'est là que je fais sa connaissance, grâce aussi aux liens noués avec notre amie commune Nicole Relier, malheureusement décédée, laquelle, inspirée par une haute idée de la cause francophone, exercera un rôle discret mais important dans l'affirmation de la francophonie politique par ses fonctions de conseil et d'aide à la préparation intellectuelle des instances, singulièrement auprès du premier président du Conseil permanent de la francophonie, feu le docteur Émile Derlin-Sansou, ancien président de la République du Bénin, puis de l'avocate mauricienne Chérine Omerudi Sifra, qui lui succédera. Tous deux prépareront les esprits à la réforme de 1997 et à la création, dans un souci de prévention des crises et des conflits, d'un poste de secrétaire général de la francophonie, confié dans un premier temps à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali. Dans ce contexte, et sensible aux attentes récemment exprimées par une conférence des ministres africains de la culture, dont vous avez parlé ce matin, chère Caroline, concernant les musées,
Caroline Gauthier-Curran entreprend de proposer à ses collègues la création à l'Université Senghor en gestation d'un pôle gestion du patrimoine culturel, projet porté par la France à Chaillot et entériné par ce dernier. Le sort en est jeté. Elle accepte de relever le défi et part comme en mission à Alexandrie, ville mythique, symbole de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, lieu millénaire des cultures avec la grande bibliothèque magnifiquement rebâtie. Conçue de son vrai nom, Université internationale de langue française au service du développement africain, comme un outil d'excellence pour le perfectionnement de cadres africains, l'Université Senghor participe alors d'une volonté politique bien ancrée de resserrement des liens entre l'Égypte et les autres pays du continent, tel que notamment déjà pratiqué par Boutros Boutros-Ghali quand il était ministre des Affaires étrangères. C'est également là une des expressions fastes de l'engagement non négligeable en ces temps de l'Égypte en francophonie, avec également, au nom d'une communauté de droit, la forte implication du gouvernement et de juristes égyptiens dans la coopération juridique et judiciaire concrétisée par la tenue au Caire en 1995 de la 3e conférence des ministres francophones de la justice que je coordonnerai avec notre confrère Taïmour Mostafa Kamel. De même en sera-t-il de l'exercice flamboyant de la présidence de l'IDEF, l'Institut de droit d'expression française, pendant de nombreuses années par le président de l'Assemblée nationale d'Égypte, Fathi Sorour, prédécesseur de Jean-Louis Debré, dont je salue la mémoire en votre nom à tous. De 1992 à 2007, embrassant ses fonctions comme un sacerdoce pour donner chair et vie à ce département, tout en concourant de ce fait de façon significative au lustre de cette université originale de l'avenir, aujourd'hui appréciée pour ses campus Senghor dans tout l'espace francophone et son école doctorale, notre consoeur s'investit désormais sans relâche et avec détermination durant 15 ans dans les tâches les plus exigeantes. Conception et délivrance de multiples formations, qu'elles soient universitaires, longues, à travers la création de filières de master, ou continues sur des thèmes très éclectiques et novateurs, à l'instar des sessions sur le tourisme et le développement durable à Niamey, par exemple, en décembre 2006, la mise en valeur des musées monétaires en avril 2007 à Dakar, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural en juin 2007 à Lomé, ou encore la conservation des instruments de musique traditionnels en janvier 2008 à Brazzaville, recrutement des étudiants et des professeurs, élaboration des maquettes pédagogiques, choix et suivi des stages, obtention des bourses, encadrement et accompagnement des stagiaires en France et dans d'autres pays, préparation des mémoires, gestion des crédits pour les programmes spéciaux, recherche de partenariats de tous ordres avec l'UOMOA et divers pays africains, le CAMES, l'Union africaine, l'UOMOA, la BCEAO, l'UNESCO, l'ICOM, l'Africom, Unidroit, l'Union latine et même Paris 1 à Panthéon-Sorbonne, organisation de très nombreux colloques, la plupart délocalisés, comme celui mené avec moi-même à la tête de la délégation aux droits de l'homme et à la démocratie de l'OIF, sur la question femmes, patrimoine et démocratie à Marrakech en décembre 2002. Dans tous ces cas, et bien que ne connaissant pas initialement le terrain, mais s'informant et apprenant tant auprès de professeurs considérés à ce titre comme des sommités, qu'elle invite à Alexandrie, tel le meilleur spécialiste, je crois, de la musique de la cour royale d'Abomey, le professeur Rouget, qu'auprès des auditeurs et de leurs familles, lors de ses nombreux déplacements, c'est forte de conviction innée que notre consoeur saura faire partager et prospérer chez tous le sentiment de l'urgente nécessité, à partir d'une boîte à outils commune, de rechercher à chaque fois les voies endogènes de sauvegarde, de valorisation et de conservation du patrimoine matériel et immatériel de leur pays dans toutes leurs dimensions. Dans un contexte plutôt enclin à cette période, on l'a vu tout à l'heure, dans ce secteur comme dans d'autres, au mimétisme et à la reproduction, dans une sorte de culture de l'extranéité, avec souvent à la clé, sauf exception, à l'exemple de l'IFAN de Dakar, de musées poussiéreux et désertés, cette démarche faisant appel à l'imagination et à la créativité
comme se voudront par ailleurs les premières tentatives innovantes à Niamey ou à Bamako, est à la mesure de l'enthousiasme qu'elle rencontre et qu'elle suscite. Loin d'une approche administrative de ses fonctions, mais dans une atmosphère quasi familiale, notre collègue favorise aussi le développement d'un réseau précieux de compétences, d'échanges et d'amitié entre les stagiaires qui saura perdurer et rester jusqu'à ce jour mobilisé. Nous en avons eu la preuve tout au long de la journée et je remercie encore tous ces intervenants. De retour en France en 2007 et jusqu'à son départ en 2021, en tant que chargée de mission pour les patrimoines africains au département des affaires européennes et internationales de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, elle persévère dans la poursuite d'activités renouvelées de formation, comme la création d'e-patrimoine, programme de formation continue à distance dans le domaine du patrimoine, et de mise à disposition de l'expertise pour différents projets patrimoniaux en Afrique subsaharienne, Bénin, Congo, Comores, Burkina Faso, Cameroun, en s'attachant toujours à développer des partenariats féconds en temps de paix comme en temps de guerre. Au regard notamment du conflit qui sévit au Sahel, et tout à l'heure notre confrère et collègue Koudougou en a parlé, et de la destruction de nombreux sites et biens culturels, véritables trésors de l'humanité, comme à Tombouctou, en proie à de nombreux pillages en 2012, l'UNESCO lui confie en effet l'organisation de la journée internationale dédiée au plan d'urgence pour la reconstruction du patrimoine du Mali. Avec le ministère de la Défense, en particulier avec l'état-major spécialisé pour l'outre-mer, elle s'adjoint durablement un interlocuteur de choix et met au point avec ses membres plusieurs séminaires remarquables, dont celui sur la thématique conflits armés et patrimoine à Paris en 2019. Avec l'Association internationale des maires francophones, dont nous avons déjà parlé, et son secrétaire général Pierre Baillet, très engagé, elle entame enfin une collaboration originale, encourageant une coopération culturelle et patrimoniale décentralisée, particulièrement efficace entre villes ou entités territoriales du Sud et du Nord, tous acquis que notre consoeur aura à cœur de consigner dans un nombre impressionnant de publications, gardant trace de toutes ces réflexions collectives, ainsi que d'études prémonitoires des préoccupations d'aujourd'hui, dont la liste est infinie. Chers consoeurs, chers collègues, distingués invités, ces travaux n'épuisent pas la part de mystère que porte en elle notre consoeur Caroline Gauthier-Curran. Défricheuse, bâtisseuse, certes, et généreuse, mais aussi écrivaine prolixe d'articles et d'ouvrages historiques, de biographies, que sa connaissance fine de la civilisation, des mœurs et de la culture d'Égypte, mais aussi de l'Empire ottoman et de toute la région, rendent à partir d'archives inédites particulièrement attrayantes. Une impétence et une proximité liées incontestablement à l'histoire de son époux, Ali Curran, que je salue, avec sa nièce, et que je remercie tous deux. Ali Curran, spécialiste de la Martine et professeur de littérature comparée, issu d'une vieille famille ottomane et descendant du fondateur de l'Égypte moderne, Mehemet Ali, dont notre consoeur, participant ainsi de plusieurs mondes qui l'ont adopté, saura à plusieurs reprises retracer superbement le parcours et l'épopée, comme dans son article, c'est un de ses articles, Mehemet Ali, le Napoléon de l'Orient, paru dans la Revue d'Égypte en 2005. C'est Mehemet Ali, grand réformateur et ami de la France, qui confiera l'éducation de son fils, Ali Pacha, au roi Louis-Philippe, en lui précisant qu'il lui envoie le plus jeune palmier de mon jardin d'espérance pour qu'il apprenne les Lumières. Je pense aussi aux biographies sur l'histoire de la famille royale d'Égypte, tel celui sur le roi Farouk, un destin foudroyé, ou celui qui m'enchante, moi personnellement aussi, sur la princesse Fazia d'Égypte, l'impératrice oubliée, 1921-2013. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, l'importance renouvelée de l'ensemble des thématiques liées à la valorisation des patrimoines culturels dans des contextes diversifiés, en particulier en Afrique, à l'aune qui plus est de nouveaux impératifs, qui en particulier la restitution des biens spoliés, ne vous a pas échappé. La journée d'études que nous venons de vivre ensemble, à elle seule témoigne de leur portée stratégique, à travers les réponses inventives que les nombreux acteurs attelés à cette cause tentent d'initier, de mettre sur pied avec courage. Elle a notamment su mettre à nouveau en évidence le rôle de la culture dans le développement,
à travers les industries culturelles, de plus en plus le tourisme, d'immémoriel, avec le retour des anciens esclaves dans leur pays d'origine, mais également sa place en tant que facteur d'unité et de fierté, d'affirmation sur la scène internationale, par le changement du regard qu'elle suscite et l'illustration d'une souveraineté regagnée par nombre de pays sur leurs biens et leur destin qu'elle implique. Je ne voudrais ici pour preuve que la journée des religions endogènes que j'ai évoquée ce matin, aujourd'hui appelée Vodun's Day, décrétée au Bénin chaque année pour faire revivre le patrimoine culturel et cultuel avec des conséquences non moins stratégiques qui sont le resserrement de liens avec les pays de la Caraïbe, Haïti, les Antilles, mais aussi le Brésil, participant de la recomposition de l'ordre international et de l'instauration d'alliances inédites. Vous comprendrez dès lors combien les talents d'une expertise avérée dans ces domaines, inscrite dans de larges réseaux sans frontières qu'il convient de consolider et de renforcer, seront d'un apport incontestable pour notre compagnie qui partage les mêmes valeurs de recherche, de la connaissance et de la reconnaissance de toutes les cultures, en dialogue avec la science de nos académiciennes et académiciens, déjà sur le métier et la richesse de notre bibliothèque. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, je vous remercie, dans ce sens, d'accueillir officiellement, au sein de notre illustre compagnie, Caroline Gauthier-Curran, officier dans l'Ordre des Palmes académiques depuis octobre 2003 et chevalier dans l'Ordre du Mérite du Bénin depuis octobre 2018, que je félicite très chaleureusement en votre nom à tous, et je vous remercie de votre attention. Oui, ou là, comme vous voulez. Madame la Présidente, je vous remercie déjà pour votre discours. Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, chers amis, il me revient de prononcer l'éloge de Monsieur Lemongue Nguyen, qui est un homme aux multiples facettes, auteur de chansons à succès, poète à ses heures, auteur de textes politiques. C'est un homme avant tout épris de tradition, d'une grande élégance d'esprit, subtil et fin lettré. Il fut également professeur de droit constitutionnel. Né en 1930, dans la capitale impériale de Hue, au Vietnam, il est élu à l'Académie des sciences d'outre-mer le 5 décembre 1997, au siège de l'empereur Bao Dai, et meurt à Paris le 19 mai 2023. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir approcher ses proches, de pouvoir approcher donc des amis pour évoquer sa mémoire. Aussi, j'ai fait quasiment une enquête pour essayer de connaître mon prédécesseur. J'ai consulté le fonds d'archives le concernant à la bibliothèque de l'Académie, donc je remercie d'ailleurs le personnel, et pour sa disponibilité, sa gentillesse. Il y a une chose qui m'a sauté tout de suite aux yeux. J'ai pu constater l'importance qu'il accordait à participer aux travaux de l'Académie par les courriers qu'il adressait régulièrement au secrétaire perpétuel. Chaque fois qu'il manquait une séance, il envoyait un courrier. Et alors, sa plus grande absence, et il le déplore dans une longue lettre, c'est quand, comme il le raconte par le menu, c'est quand il a fait une malencontreuse chute dans les escaliers de la station Kléber, qui le tint immobilisé un certain temps. Et tout au long de sa lettre, il le déplore, et vraiment est très triste de ne pas pouvoir participer à tous ses travaux. Ce qui le définit le plus, c'est qu'il témoignera toute sa vie de son attachement indéfectible à sa terre natale, à ses traditions ancestrales. Il sera un opposant résolu au régime politique qui le contraint à rester en exil. Ce sera le fil conducteur de ses engagements et il ne dérogera jamais à ses principes, quel qu'en soit le prix. En 2005, lors de l'exposition France-Vietnam, 4 siècles de relations, il évoque dans une lettre
La douleur de l'exil, la réunification du Vietnam le 2 juillet de 1976 sous le nom de République du Vietnam. Il y exprime toute sa pensée en empruntant ses vers à Victor Hugo, qui refusa l'amnistie accordée par Napoléon III. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. C'est dans sa lettre de démission en tant que membre du comité de pilotage de l'exposition de l'année du Vietnam en France qu'il approfondit sa position en écrivant « C'est pour moi un problème de conscience et de fidélité à mes convictions. Fort de ses certitudes et homme de devoir qu'il était, il ne pouvait que s'ériger contre les exactions du pouvoir communiste. Il aura ainsi toute sa vie une vie en double. Le corps à l'étranger, l'esprit au Vietnam, par nostalgie, mais aussi par esprit de solidarité et de combat. Fils d'une famille de propriétaires fonciers de tradition confucéenne, il avait été profondément marqué quand adolescent. Il assista à l'abdication de l'empereur Bao Dai le 25 août 1945 et à la remise des sceaux impériaux aux représentants du Viet Minh. Il n'oubliera jamais ces mots de l'empereur déchu « Je préfère vivre en simple citoyen plutôt que d'être roi d'un peuple asservi à l'étranger ». On lui doit d'ailleurs une conférence à l'Académie des sciences d'outre-mer en 1999 sur le thème « Bao Dai, dernier empereur et chef de l'État du Vietnam », dont le siège à l'Académie des sciences d'outre-mer lui était revenu, illustrant s'il en était la force du destin dans cette filiation académique. Toute sa carrière, alors, l'autre aspect de sa vie, c'est sa carrière musicale et littéraire, placée toujours sous le signe du Vietnam. À l'âge de 15 ans, il remporte le prix de l'empereur Bao Dai pour un article consacré, alors vous m'excuserez de la prononciation, Phan Dinh Phung, héros nationaliste du XIXe siècle. La même année, il compose sa première chanson à succès, Fresh Spring. Ce sera le début d'une longue liste dont les titres les plus célèbres sont Lune d'adieu, source d'adieu, Le poème de Hué, Mon village aux chrysanthèmes jaunes. Sa chanson la plus célèbre est Dim Moon by the Stream, écrite le 13 novembre 1949, dont voici quelques vers. Ô ruisseau, joue avec l'ombre de la lune dorée par un jour bleu. Dès son jeune âge, le Hmong Nguyen a appris la musique en autodidacte, apprenant à jouer de la mandoline avec un camarade de classe. À l'âge de 18 ans, il obtient sa carte de journaliste et collabore à de nombreux ouvrages, à de nombreux journaux. En France, il poursuivra cette activité en devenant l'éditorialiste politique du journal L'Appel de la Nation ou du journal Les Nouvelles, Tin Tuc, en vietnamien. La plupart de ces articles sont tournés vers le Vietnam. Citons Voyage au bout du désespoir, Souvenir d'un bref séjour en République du Vietnam, ou encore Mon village à l'heure impériale, ou encore La fête du Tête. Il illustre parfaitement la littérature d'exil des Vietnamiens, qui est une longue protestation contre un destin injuste, la défaite de la démocratie et la victoire de la dictature, tout en manifestant l'inquiétude de perdre son identité. Chantre infatigable de sa culture, il traduit du vietnamien des contes philosophiques d'Asie, édités aux éditions de l'Harmattan en 2005. Dans la préface, il écrit notamment pourquoi il a voulu réunir ces textes pour donner aux gouvernants une matière à réflexion et d'ajouter que ce qu'ont été les principes de toute sa vie, les fondements de ses engagements, c'est-à-dire la tradition au sens le plus large. Elle constitue, dit-il, pour notre pays, une manière de penser qui a traversé plusieurs siècles, qui a aidé nos ancêtres à appliquer les préceptes du confucianisme, des 3 devoirs fondamentaux, fidélité du sujet au souverain, du fils au père, de la femme au mari, et des 5 vertus cardinales, l'humain, le dévouement, les convenances, l'intelligence, la confiance.
Ces textes, donc ces contes traduits, visent également à maintenir intacte la renommée internationale, à sauvegarder les voies de la sagesse et à entretenir le cœur des hommes. Mais tout ceci ne doit pas occulter sa carrière de juriste. En 1950, après avoir obtenu le baccalauréat au Vietnam, il part à Paris où il souhaitait étudier l'harmonie à l'école de musique. Il y renonce et se tourne vers des études de droit et de sciences économiques à l'université de Panthéon-Sorbonne. Il a enseigné le droit constitutionnel et les sciences politiques à l'université de Besançon et à l'université Paris 8 Saint-Denis. Il consacrera un certain nombre d'ouvrages à ce sujet, dont la Constitution de la Ve République de Charles de Gaulle à François Mitterrand, le budget de l'État en 1997, et également sa vision politique. Il l'applique dans ses articles, des articles autour du Vietnam et de son évolution, qui paraissent en grande partie dans le journal La Nation. Au retour d'un bref séjour au Vietnam en 1973, il publie Esquisse d'une constitution vraiment démocratique de demain, ou encore Voyage au bout du désespoir, souvenir d'un bref séjour en République du Vietnam. Il approfondit sa pensée dans un article intitulé « Essai sur et pour un constitutionnalisme démocratique vietnamien » publié dans la revue Economica. Il s'y interroge sur les termes « constitution » et « démocratie ». Deux termes, une seule vocation, la liberté, l'histoire du monde en général, et l'histoire de la civilisation occidentale en particulier. La chute du mur de Berlin est pour lui le début d'un vaste mouvement qui entraînera la démocratisation des pays africains, asiatiques et latino-américains. Ces interrogations incluent bien entendu la Chine et le Vietnam. Cela le conduit à prononcer en 1999 une conférence à l'Académie des sciences d'outre-mer intitulée « La Constitution et la démocratie dans les États de l'ex-Indochine française ». Il y traitait des problèmes liés aux droits et libertés ainsi que de la question de la nature dans les États asiatiques francophones. Toute sa pensée politique pour le Vietnam est imprégnée de sa culture confucéenne, qui est à l'origine d'une constitution non écrite, comme l'expliquait l'empereur Bao Dai dans un entretien accordé à Frédéric Mitterrand. Le pouvoir de l'empereur s'arrête à la porte de chaque village qui forme une république selon Confucius. L'empereur n'a qu'un pouvoir d'arbitrage. Dans un important article, L'immigration vietnamienne en France, de l'intégration à la citoyenneté, Le Monde Nguyen s'interroge sur la situation des Vietnamiens immigrés. Sont-ils intégrés ou assimilés? C'est là vraiment un sujet d'actualité, quand on y réfléchit bien. Il poursuit dans cet article une discussion qu'il avait eue à l'Académie avec Michel Thoriac suite à la communication de ce dernier le 3 mars 2000, qui était intitulée « Les naufragés de la liberté ». En conclusion de cette longue réflexion, il conclut « On s'exile toujours avec ses ancêtres. Le Hmong Nguyen est entré à l'Académie avec la terre de ses ancêtres, pour enrichir les débats et les discussions d'une culture millénaire que ni le temps ni l'éloignement n'avaient amoindri. Voilà la véritable grandeur de l'homme. » Je vous remercie. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Voilà, j'ai l'émotion, l'honneur, de la considération et de l'amitié de vous remettre, chère Caroline, au nom de beaucoup de combats, je suis très ému moi aussi, cette médaille. Merci infiniment. En nous félicitant, je crois, je donne du secrétaire perpétuel et de nous tous. Toutes nos félicitations. Oui, toutes nos félicitations et tout notre plaisir de vous avoir parmi nous pour continuer ces échanges que nous avons commencés avec tant
de plaisir aujourd'hui en particulier. Et donc, un grand honneur. voilà, merci beaucoup. Alors on va peut-être prendre une photo quand même. Vous avez la photo, voilà, vous l'avez. On va le montrer. Vous l'avez. Alors on va la montrer ensemble. Voilà, Monsieur le secrétaire perpétuel, venez là, et peut-être votre famille aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez peut-être venir. Voilà, la famille, et votre voilà. La famille, les amis, vous appelez qui vous souhaitez. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ne faites pas les timides. Venez. Voilà. Prendre des photos. Maintenant, la fête commence. Vous êtes tous invités. Voilà. Et monsieur, peut-être vous voulez prendre une photo, monsieur Laurent, les uns ou les autres. Vous êtes, on est là. Merci beaucoup. Une réception vous attend dans la salle Bourdary, contiguë à celle-ci. La parole parce que